On va se prendre allez, 40 secondes de pause, histoire de bouger un peu le pupitre et de se mettre en place pour la table ronde. À tout de suite. Et on aborde tout de suite notre première table ronde qu'on a intitulée IA et transition bas carbone, redéfinir le futur du travail. Voici comment on l'a présenté. L'intégration de l'IA dans la transformation numérique des entreprises est devenue essentielle. Sa présence croissante révolutionne divers secteurs en automatisant des tâches, optimisant la gestion des données et améliorant la prise de décision. Des domaines tels que le marketing, les ressources humaines, la finance, la logistique, la production, voire le service client sont tous touchés par cette évolution. De nouveaux métiers se transforment, mais certains sont voués à disparaître. Quels sont les défis liés à l'utilisation de l'IA et ses impacts? Ils auront la lourde tâche de répondre à ces questions fondamentales. Merci d'accueillir comme il se doit nos 4 invités. Voici Magali Germont, Yannick Saleman, Olivier Roland et Olivier Casulot. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Prenez le micro qui a tout là-bas et venez avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. On commence avec vous, Yannick. On vous a vu l'année dernière, il me semble. On devait me voir. Malheureusement, je n'ai pas pu venir. C'est mon collègue qui était là. C'est ça. Et vous l'aviez donné tous vos slides, vos papiers Absolument. Effectivement, puisque on rappelle, je ne vous ai pas présenté dans l'intégralité, vous êtes économiste, expert du Shift Project sur l'emploi et la politique industrielle. Magali, qui est à ma droite, est associée et cofondatrice de Goodalgo. C'est pas bon ces sièges-là, parce qu'on va faire comme ça tout le temps. Là. Ça, je le sens. Olivier Roland, vous êtes directeur EDF Commerce Sud-Ouest. Et Olivier Casulot, vous êtes membre du COMEX, en charge des territoires et des régions chez Numéum. Numéum, comment on dit? Numéum, oh, je ne l'avais pas. Je dis ça parce que pour Ava. Numéum. Voilà, on va voir si elle écrit correctement. Numéro de commande, le chat. Oui, ça va venir, c'est corrigé en temps réel. Yannick, l'année dernière, le Shift Project avait un plan de transformation de l'économie française. Peut-être le rappeler rapidement sur les enjeux décarbonation de travail, peut-être pour qu'on parte d'une vision globale et chiffrée. En plus, c'est votre dada. Il y a des choses à dire visiblement sur la transition. Oui, alors effectivement, je suis donc le chef de projet emploi politique industrielle du Shift, qui est un think tank, un groupe de réflexion dédié à cette question de la transition bas carbone, qui pour nous est un double problème. C'est un problème climat, tout le monde le connaît, et puis c'est un problème d'approvisionnement énergétique. 70%, de l'ordre de 70% de notre consommation énergétique aujourd'hui, c'est les énergies fossiles. Et non seulement il va falloir réduire pour le climat, mais il va en manquer de plus en plus. C'est la deuxième contrainte carbone à laquelle on s'attaque. Donc, il y a 2 ans, quand on a lancé ce plan de transformation, il y a 3 ans, quand on a lancé ce plan de transformation qu'on a donc sorti l'année dernière, plan de transformation de l'économie française, c'était comment on peut continuer à avoir nos activités d'aujourd'hui, notamment nos activités économiques, tout en transformant l'économie, en la décarbonant et en réduisant notre exposition aux risques fossiles. Donc c'est un travail de grande ampleur hein, qu'on a produit et le résultat de ça, c'est ça va être très différent de travailler dans un monde sous contrainte encore une fois fossile, sous contrainte de réduction des émissions, par rapport au monde d'aujourd'hui où finalement les activités sont libres de se développer chacune de leur côté de manière libre. Ce qui fait que si on veut faire cette transformation bas carbone, on va avoir un certain nombre de secteurs qui vont devoir décroître. Ça ne veut pas dire disparaître, ça ne veut pas dire que toutes les entreprises décroissent, mais certains secteurs vont devoir décroître. Par exemple, si on veut faire du fret à la fois plus efficace économiquement, mais aussi beaucoup plus efficace écologiquement en termes de ressources, il faudra moins de transports routiers, donc moins de chauffeurs routiers, donc une centaine de milliers d'emplois en moins en termes de chauffeurs routiers. Si on réduit l'usage de la voiture, comme on le dit, et à un niveau suffisant, et sachant qu'une voiture électrique, c'est moins de personnes pour les fabriquer, et c'est beaucoup moins, 60% de main-d'œuvre en moins à réparer, c'est de l'ordre de 300 000 emplois en moins dans l'industrie automobile et les services.
Au total, On a bien fait de commencer avec vous. Voilà, Bonne journée c'est ça. à tous. Voilà, Alors, c'est... on commence par ça. C'est de l'ordre de On 800 est 000 bien, Yannick, on est bien. C'est de l'ordre de 800 000 emplois détruits environ, selon nos calculs. Par contre, on a plus d'1 million d'emplois créés dans d'autres secteurs, et c'est des opportunités. En fait, c'est ça qu'on veut mettre en évidence. Alors, vous Les dites risques et les qu'on arrive à un opportunités. net positif sur les emplois, mais l'IA qui nous intéresse au premier chef ce matin va supprimer, vous dites, des emplois à faible valeur ajoutée. Alors, ça, on n'a pas fait une évaluation chiffrée pour l'instant, et peut-être Magali pourra en parler un petit peu plus. L'IA, forcément, ce qui est recherché aussi au niveau des entreprises, hein, c'est de réduire certains besoins en main-d'œuvre, on peut le comprendre. Il y a des tâches qui vont être automatisées, ce qui veut dire moins de gens pour faire ces tâches. Par contre, ce qu'il faut avoir conscience, c'est l'explosion de la consommation énergétique qui va avec l'IA. Donc c'est un équilibre à trouver dans les usages où on utilise l'IA à bon escient pour faire les choses qui sont efficaces, et on ne pourra pas utiliser l'IA, ou il ne faudra pas utiliser l'IA, à moins de se retrouver coincé. Là, je parle vraiment de risques pour les entreprises, dans la consommation énergétique, dans les consommations de ressources et les émissions. Alors Yves Roland, sur ces deux aspects, peut-être sur l'analyse que les emplois à faible valeur ajoutée seraient les plus impactés, et sur l'aspect énergétique, vous avez 2-3 billes là-dessus. 2-3, oui. Sur la partie des emplois impactés, il y a la première chose que vous avez dite sur l'industrie, etc. Ça ne fait aucun doute. Par contre, l'IA, très clairement, et c'est probablement une des premières fois où des révolutions technologiques sont de cette nature, va toucher beaucoup plus les cols blancs que les cols bleus. On n'est pas en train de changer le métier à tisser avec des gens qui jettent des sabots dedans pour les saboter. Voilà, on n'est plus dans ça. On va voir des métiers de la finance, des métiers du trading. Goldman Sachs, il y a 3 mois, a supprimé 600 traders qui étaient en cash equity pour les remplacer par 200 ingénieurs IA pour fabriquer des usines d'IA qui sont en appui des traders et la machine est l'élément premier de la réponse et l'homme devient un appui à la machine et non pas l'inverse. Donc on va avoir un impact beaucoup plus sur les tâches à valeur ajoutée, architectes, journalistes, etc., radiologues. Ça commence déjà à se voir et c'est le premier impact, et c'est un impact qu'on n'a pas encore complètement intégré parce qu'il est totalement nouveau dans nos sociétés depuis les 200 ans industriels où on a des révolutions importantes. C'est vraiment la première fois qu'on a cet impact sur des métiers dits intellectuels. Voilà, on a ce premier élément. Sur le deuxième élément, sur l'énergie, on a 2 sujets que vous avez évoqués. Le premier sujet, c'est d'augmenter la part d'énergie non fossile qui est consommée, donc avoir plus d'électricité décarbonée, parce que c'est le seul moyen qu'on a aujourd'hui d'avoir de l'énergie vraiment décarbonée, et en même temps d'avoir une réduction de notre consommation énergétique. Je donne juste un élément. Le plan français, le schéma national bas carbone, qui fixe à 2050 notre horizon énergétique, il dit 2 choses. Il dit qu'il faut réduire notre consommation énergétique de 50%, donc la diviser par 2, et multiplier par 2 la consommation électrique pendant cette même période. Donc on a besoin d'avoir absolument les deux. Et tout ce que vous dites sur la dimension énergétique est évidemment absolument fondamentale. On a une filiale chez EDF qui s'appelle Exarion qui travaille sur l'IA, sur la blockchain. L'un des sujets majeurs sur lesquels elle travaille, c'est comment elle travaille sous un protocole qui s'appelle Ethereum. Son sujet, c'est de réduire l'impact énergétique de cette chaîne de validation des blocs. Et parce qu'en amont, ce protocole Ethereum a beaucoup réfléchi à son impact énergétique, le créateur de ce protocole, et que lui-même a mis en place des choses, parce que le minage de Bitcoin auparavant, on était sur des histoires, consommation de l'Islande en termes d'électricité. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, puisque le Bitcoin a aussi divisé presque par 3 sa consommation énergétique dans les processus de minage. Donc on voit bien, de toute façon, je dirais, la problématique, elle est très clairement posée. Nous allons avoir une explosion de tous ces éléments autour de l'IA. On connaît tous la loi de Moore, division par 2 en 18 mois des coûts des semi-conducteurs et multiplication par 2 de leur puissance. En 4 ans, l'IA a augmenté sa puissance d'1 700 000 fois. Avec des coûts, ChatGPT, c'est 20 € par mois. La version 4, pas la version 3.5. La version 4, celle qui a plein de plugins qui vous permet de faire absolument tout, y compris de faire des pages de code, etc., sans aucun problème. C'est 20 € par mois. Et ce qui se passe quand un produit est pas cher, il se passe 3 choses qui sont simples. Ça s'est passé avec l'ordinateur. 1, on l'utilise plus. 2, on utilise moins des remplaçants. 3, on utilise plus des compléments. Si vous pensez à l'ordinateur, c'était fait pour faire des calculs. Maintenant, on a tous un ordinateur comme ça dans notre poche qui fait appareil photo, application financière. Combien d'entre nous avons des appareils photo chez nous désormais ?
absolument plus, pas plus personne, il y a toujours des amoureux délicats, mais globalement, ça aboutit à cette transformation complète. L'IA va avoir cet impact sur notre société et c'est pas un outil de plus, c'est vraiment un outil qui va changer la donne dans le modèle relationnel, dans les modèles de travail, dans les modèles transactionnels. Il y a des amoureux délicats. Des amoureux des Leica, donc. Magali, alors peut-être pour trancher, c'est col blanc ou col bleu qui seront impactés par l'IA? Parce que d'un côté, vous dites col blanc, vous dites métier à faible valeur ajoutée, si ça signifie quelque chose, parce que peut-être aujourd'hui... Alors moi, je suis un peu entre les deux, puisque je ne parle pas de métier à faible valeur ajoutée, je parle de compétences ou de fonctions à faible valeur ajoutée. Donc l'intelligence artificielle, elle n'est pas là pour remplacer les humains, elle n'est pas là pour remplacer les métiers, elle n'est pas là pour prendre notre place. En revanche, en effet, c'est indéniable, ça a été dit, elle ne sera pas là demain partout, elle est déjà là partout. On utilise déjà des systèmes d'intelligence artificielle dans notre quotidien, depuis déjà quasi une dizaine d'années. On a des aspirateurs connectés, on a le téléphone, on a des enceintes connectées. En fait, on ne se rend pas compte, mais les systèmes d'IA sont déjà là. Évidemment, l'arrivée de ChatGPT entre les mains de tous les citoyens a créé comme d'un coup une nouvelle encore révolution. Il y avait une première révolution qu'on a appelée la transformation numérique, la digitalisation. C'était déjà un changement. L'arrivée en fait des IA génératives, c'est plus, encore une fois, une transformation qu'une révolution. Alors, on peut parler de révolution, on peut mettre tout un tas de termes et de définitions. Rien que derrière, déjà, le mot IA, intelligence artificielle, on n'est pas tous d'accord. Est-ce qu'on a tous envie de parler d'intelligence? Est-ce qu'on a tous pas envie de parler d'artificiel? Il y en a qui vont dire augmenter, il y en a qui ne parlent même pas d'intelligence parce que la définition d'intelligence, ce n'est pas forcément dans la machine. Donc, les systèmes d'intelligence artificielle, évidemment, sont déjà présents et vont faire évoluer nos métiers. Alors, moi, je parle de remplacement des fonctions à faible valeur ajoutée. Aujourd'hui, dans le numérique particulièrement et dans l'IA, on va recruter des gens, non pas sur leur diplôme, on va recruter sur leurs compétences. On n'arrête pas d'en parler. Savoir-faire, savoir-être. Et parmi ces compétences, et parmi finalement les compétences qu'on demande à un collaborateur dans son travail tous les jours, il y a des fonctions qui sont très intéressantes et il y a des fonctions qui sont qu'on appellera à faible valeur ajoutée. En général, c'est des fonctions administratives, c'est des choses qui sont récurrentes. Et d'ailleurs, si on prend même le prisme de la RSE, souvent, c'est ces fonctions qui prennent le plus de temps et qui font que on est moins heureux au travail. Donc, quelque part, et là, je vais avoir plutôt un discours optimiste, remplacer ces fonctions qui sont à faible valeur ajoutée et utiliser l'intelligence artificielle comme notre super assistant, peut être très positive, peut laisser la place à plus justement de fonctions et de valeurs sur ce que nous, on sait faire. Et c'est là qu'on met en place la créativité, l'intellectuel, et puis surtout, ce qui fait notre singularité à tous. On a une manière de penser. Quand on nous recrute pour qui on est aujourd'hui. Justement, soyons qui nous sommes dans le monde du travail et épanouissons-nous. Et c'est plutôt dans ce sens-là. Et c'est là qu'arriveront les questions d'éthique, mais je pense qu'on en parlera après. On en parlera dans quelques instants. Olivier Casulot, vous dites qu'il y a un aspect contre-intuitif. On se dit que l'IA pourrait être destructrice d'emplois au moment où on est dans une période de pénurie de talents. C'est-à-dire, et en plus, on a un problème structurel et conjoncturel. Alors, effectivement, peut-être avant, si vous me le permettez, je dirais ce qu'est Numéum, parce qu'une marque jeune qui est peut-être peu diffusée et peu connue de notre auditoire. Donc, Numéum, c'est la fusion du syndicat Syntec Numérique, qui était pour le coup, lui, bien connu, et de Tech in France, il y a maintenant 2 ans. Et donc, c'est le représentant syndical des métiers du numérique, à peu près 85% du chiffre d'affaires national, avec 2500 adhérents. Oui, effectivement, moi, cet angle me parle parce qu'on est dans une... D'abord, il faut avoir à l'esprit qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire et penser ici, on n'aura pas le choix de l'IA. L'IA, toujours pareil, c'est quelque chose qui va s'imposer. Et encore une fois, nous autres Européens, je discuterai peut-être à l'échelle de l'Europe, on a aussi besoin de se positionner. On a des géants face à nous et on peut se dire toujours qu'il faut faire mieux que les autres, mais je crains que sinon les opportunités ne soient toujours celles des autres et pas les nôtres. Donc c'est un sujet dont il faut s'emparer.
Et c'est aussi notre rôle à Numéum que d'accompagner ces mouvements, tant sur la défense de nos acteurs que sur la diffusion des usages et l'encadrement des possibles et des usages. Pour revenir sur la question, effectivement, nous sommes à un moment assez clé post-Covid, ça c'est la conjoncture, et structurellement où nous manquons dans notre profession de collaborateurs à tous les niveaux et quels que soient les niveaux de qualification, y compris des niveaux de qualification qui contre-intuitivement sont pensés à faible niveau. Les métiers du numérique, Magali l'a dit, ce sont des métiers qui s'adressent au plus grand nombre. Et on pense dans nos organisations qu'il nous manque à peu près 500 000 personnes dans les 4 à 5 ans qui viennent. Et on sait aussi que statistiquement, 85% des métiers qui viennent, on ne les connaît pas. Donc imaginez l'effort qu'il faut faire au niveau de l'éducation, au niveau des formations, au niveau de cette communication-là, alors même qu'il n'y a que 23% de femmes dans le numérique, alors même que dans les métiers de la cyber, il n'y en a que 10 à 13%. Donc, oui, il y a possiblement, détruira peut-être de l'emploi sur des métiers à faible valeur ajoutée, comme ça l'a été expliqué, mais je crois qu'il ne faut pas se leurrer. On a toujours tendance à surestimer les effets à très court terme et à sous-estimer les effets à long terme. À court terme, notre industrie est en pénurie de talents. Alors Yannick, comment on fait pour, justement, on vient de parler de cet énorme impact de l'IA, comment on s'organise collectivement pour l'accompagner ? À quel niveau on doit agir et comment on doit fédérer les énergies, les volontés? Et est-ce que c'est pas parfois un peu utopique par rapport aux objectifs des entreprises qui ne sont pas forcément alignés avec... Sur l'IA, vous vraiment spécifiquement, ou sur la transition en général? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait ce chiffrage, encore une fois, sur l'impact de l'IA sur l'emploi. De manière générale, mais c'est valable pour l'IA aussi, je pense que c'est une refonte profonde de l'organisation des entreprises qui va arriver de fait. Mais cette contrainte énergétique et cette contrainte carbone, il faut la garder en tête, encore une fois, parce que c'est un risque pour les entreprises. Donc comme pour les autres secteurs, c'est comment collectivement on se met d'accord sur une direction qui est viable collectivement pour tout le monde. Si chacun y va de son côté, on va se retrouver dans des situations où les consommations énergétiques et les émissions vont exploser. On aura fait la course au recrutement, mais au final, on ne trouvera pas les gens parce qu'on n'a pas dimensionné le secteur comme il faut. Et donc, il faut vraiment s'organiser collectivement. Moi, j'ai un exemple plus spécifique dans le bâtiment. Encore une fois, l'IA, j'ai moins travaillé dessus. Mais il va falloir faire la bascule entre le secteur de la construction, parce que contrainte ZAN, parce que le béton, c'est la moitié des émissions de gaz à effet de serre du secteur, parce que les matériaux, on en manque, c'est un petit peu moins le cas en ce moment, mais ça va continuer, ça va être une contrainte de plus en plus forte. Et tout ça fonctionne avec du ciment qui est à base de pétrole. Et tourner ça, organiser la transition vers la rénovation énergétique du bâtiment, vers le réusage des matériaux, ça se fait collectivement, ça ne peut pas se faire tout seul. Donc, mais comment faire pour que ce soit pas qu'un vœu pieux? Il faut passer par des lois, une contrainte, un échange. C'est bien sûr des éléments de réglementation qui peuvent être nationaux, régionaux, locaux, des lois, bien sûr. Mais ça ne se fait pas sans la coordination justement avec les acteurs économiques, sans la coordination avec les acteurs sociaux en général. Évidemment que c'est une conversation. Moi, j'inciterais les entreprises, j'inciterais le MEDEF à aller pousser des solutions qui marchent collectivement pour tout le monde et ne pas essayer de pousser des choses qui fonctionneront si ça fonctionne pour individuellement, mais en fait, si on ne regarde pas le résultat final avec les ressources qu'on a, ça ne marchera pour personne, et y compris au niveau de l'emploi. Olivier Casullo. C'est là aussi que le numérique a quelque chose à amener et que dans le temps qui vient, nous, au sein de Numéum, on va porter cette question du numérique responsable. Parce que la transformation dont il est question, elle se fera aussi grâce avec le numérique. Le numérique apporte des solutions et c'est évident. Mais au même moment, on est tous conscients que le numérique a une empreinte, bien sûr, carbone qui est importante et qu'il doit aussi lui-même prendre en compte ces éléments et se transformer, se réformer. C'est pour ça que dans les sujets d'éthique qu'on abordera peut-être plus tard, il y a des questions aussi de frugalité, il y a des questions de normes et d'approches qu'il faut envisager et travailler avec le législateur pour tendre vers ces objectifs de diminution de l'empreinte carbone. Alors avant le numérique responsable, Magali, sur le collectif, là, comme disait Yannick, allez tous dans le même sens. Est-ce qu'on n'a pas un risque que l'enjeu business prime quand même par rapport à cet hypothétique élan collectif? Si, alors,
la question aujourd'hui, en fait, on déporte un petit peu. On regarde toujours les conséquences. Souvent, on fait ça. On regarde les conséquences. Les conséquences, c'est souvent un sentiment de crainte. Et la crainte, c'est de dire, les systèmes d'IA qui arrivent, ils sont tellement puissants qu'ils vont remplacer nos métiers. Donc, ça crée des angoisses. Donc, et on est là, autour de la table, avec une thématique qui dit le travail de demain. Qu'est-ce qui va devenir ? La vérité, il y a quelques études qui ont commencé à sortir. Il y en a une qui est sortie d'ailleurs la semaine dernière, l'ONU, l'Observatoire du travail. Et il y a des premiers chiffres qui sortent, qui disent en fait, qui sont pas du tout négatifs, qui sont pas... Évidemment, il y a des métiers donc, qui vont disparaître, en tout cas des fonctions administratives, je l'ai dit tout à l'heure, à peu près 25%. Il y a un risque aussi, et je le dis, et là je fais une parenthèse avec ma casquette Numéum d'ambassadrice mixité pour l'Occitanie, c'est qu'aujourd'hui, on manque de femmes dans les métiers du numérique, on l'a dit, on manque de talent, mais on manque de talent féminin. Et malheureusement, les femmes sont souvent sur des tâches administratives. Et c'est un petit peu ces tâches-là qui, justement, sont pénalisées, voire qui vont peut-être être en péril avec les systèmes d'IA. Donc, il y a un vrai travail aussi collectif, mais inclusif, pour redonner aussi le courage et la légitimité à toutes ces femmes de dire OK, le travail administratif, peut-être qu'une IA va m'aider, mais je vais être en capacité d'avoir une valeur ajoutée ailleurs et je vais accepter, je vais me sentir légitime pour évoluer dans mon métier. Donc tout ça pour dire que oui, l'IA, elle est là, il y a une sorte de danger. Mais la vérité, c'est pas le problème, il n'est pas tant dans la conséquence de l'IA. Le problème, il est à l'origine. Et c'est là qu'on en vient aux questions en effet sociétales, aux questions business, aux questions « je suis un chef d'entreprise, on m'a dit qu'il fallait absolument que je développe un système d'IA pour que mon entreprise ait de la valeur. Donc, je me jette dans vite, je vais voir mon pôle R&D et il faut trouver une idée et on va faire des tests, on va faire des POC. Sauf qu'en fait, les POC, on le sait, 70% ils restent à la poubelle. Et là viennent se poser des proof of concept, c'est-à-dire les premières parties, un petit peu la maquette de j'ai une idée, je fais une maquette interactive, je vois si ça fonctionne. Et ensuite, l'étape suivante, c'est je l'industrialise. Donc je peux la vendre, l'exploiter ou la mettre entre les mains des citoyens. La majorité en fait des systèmes d'IA développés, ils vont pas jusqu'au bout. Ils vont pas jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils n'ont été pas forcément bien pensés à l'origine. On y est allé trop vite en pensant que ça allait être un avantage business. Et derrière un avantage business, on va aller regarder le ROI. Et parmi les retours sur investissement, il y a des ROI qui sont financiers, mais il y a des ROI aussi humains. Aujourd'hui, trop de systèmes d'IA ont été développés et continuent aujourd'hui avec l'IA générative à se développer sans réflexion préalable. Et la réflexion préalable, on va poser un mot, le mot de responsabilité, et ce mot de responsabilité rentre dans le principe et les grands principes éthiques d'une IA éthique, responsable, et donc d'un collectif à, en amont, se poser des questions sur pourquoi je vais dans ce projet d'intelligence artificielle, quelle est sa finalité, et est-ce que ces finalités sont cohérentes avec les valeurs de mon entreprise. Et à partir de cette déjà cohérence, je me pose la question, je vais plus loin. Et les valeurs de l'entreprise, ça peut être des valeurs humaines. Donc, ce SIA, système d'intelligence artificielle, est-ce que déjà, il va transformer des emplois ? Est-ce que je vais devoir faire un accompagnement, une nouvelle conduite du changement à cette transformation des emplois, accompagner mes collaborateurs ? Est-ce qu'il va en supprimer ? Est-ce que je vais avoir besoin, en effet, de nouvelles compétences ? Comment ? Toutes ces questions, évidemment, la réponse est oui. Et puis, la consommation énergétique. On n'en parle pas, mais en fait, faire tourner un modèle d'intelligence artificielle, ça coûte cher. L'apprentissage machine, on l'a dit tout à l'heure, ça coûte cher. Et une entreprise, si elle n'a pas au départ anticipé tout cela, elle se retrouve avec toujours un POC qui lui a coûté très très cher et qui ne veut pas industrialiser parce que de toute façon, on n'a plus les moyens. Donc avant d'aller vers des objectifs qui semblent être des objectifs business, oui, évidemment, l'innovation, l'intelligence artificielle va être un levier de performance, mais il ne le sera et il sera abouti que si en amont, on a posé les bases responsables et éthiques
de ces innovations et de systèmes d'intelligence artificielle. Sinon, malheureusement, ce sera un échec. Olivier Roland, vous souhaitez réagir? Alors justement, que doivent faire les entreprises pour se saisir de l'IA? Alors, il y avait deux choses sur la partie énergétique. La première chose, c'est que l'intelligence artificielle va être un outil, et déjà, et encore plus demain, un outil absolument essentiel pour garantir un équilibre production-consommation. Vous savez qu'on ne peut pas stocker l'énergie de manière gigantesque, hein, mais la capacité d'avoir des outils en mesure de piloter très finement la production, en mesure de piloter, de comprendre très finement la consommation, c'est une capacité à garantir une adéquation entre production et consommation en temps réel, à maximiser les marges qui sont aujourd'hui pas tellement utilisées. Donc ça, c'est un levier de performance énergétique qui est absolument essentiel. Un deuxième élément, c'est la production globale qu'il va nous falloir réaliser pour pouvoir suivre l'évolution. Et là, je reviens sur ce que disait Yannick. Si on n'est pas coordonné, de toute façon, l'énergie devra suivre le business, l'évolution des entreprises. Et donc, pas en France, mais dans le monde, on aura des centrales charbon, des centrales gaz, parce qu'une centrale gaz, ça se construit comme ça, en 2 coups de cuillère à peau, ça coûte pas cher, et on aura d'énergie fossile qui suivra la dynamique business, parce que quand c'est parti, cette chose-là, entre la Chine, l'Inde, qui arrive vraiment sur le marché, ou qui est déjà les États-Unis, on n'aura pas d'autres moyens. En France, juste par rapport aux chiffres que je donnais tout à l'heure, ça va nécessiter, dans les 30 ans qui viennent, qu'on construise une centrale nucléaire tous les 2 ans, pendant 3 ans, et qu'on multiplie par 2 le rythme de développement des énergies renouvelables. Donc rien qu'à l'échelle de notre pays, c'est un challenge qui est absolument considérable. À l'échelle de la planète, il est encore plus important. Et donc, par rapport à votre question sur que doivent faire les entreprises, je pense qu'il y a 2 leviers. Il y a la réflexion, et je ne redirai pas ce que vous avez dit sur l'IA, à quoi ça sert, pourquoi, comment je l'intègre dans mon business, et j'en fais un vrai outil, un vrai allié, et pas quelque chose qui remplace, c'est quelque chose qui vient en plus, qui apporte de la valeur au développement de mon entreprise globalement. Et de l'autre côté, la réflexion sur le pilotage énergétique de vos entreprises, elle est absolument centrale. Je pense que la plupart d'entre vous, au-delà de la facture et de combien je consomme globalement, ne savent pas précisément où, combien, quand, comment est consommée l'énergie et quels sont les véritables leviers pour faire des économies. Quand on rentre dans les entreprises et qu'on travaille avec elles, on a pas mal d'exemples, globalement, la première année, on est capable de faire 30% d'économies en mettant des capteurs et en regardant ce qui se passe et en disant, ben non, là, les CTA, il faut les régler un petit peu différemment, etc. etc. C'est de la sobriété de process, quoi. Hein, c'est pas je me prive, c'est de la sobriété de process. Donc je dirais, regardez l'énergie chez vous, ce qui se passe, comment, où précisément. Et 2, ce que vous avez dit, Magali, sur l'IA, je ne redis pas, parce que c'est fondamental de se poser la question, à quoi ça sert, comment je l'intègre dans mon business, de manière extrêmement profonde. Si vous avez 5 minutes, vous allez sur Internet, vous regardez l'entreprise d'assurance qui s'appelle Lemonade, qui a fondé son business intégralement sur l'IA, et vous voyez comment elle a complètement transformé et le rapport au client et le rapport à la machine de production de la gestion des sinistres, etc. Et c'est une réforme, une révolution, une réflexion extrêmement profonde, stratégique, très profonde dans le fonctionnement de l'entreprise. Ce n'est pas simplement un outil qui nous permet de faire plus de la même chose. Yannick, on va revenir à votre dada qui est la décarbonation dans tout ça, puisqu'on l'a dit, c'est assez considérable en termes d'énergie. Pour essayer de convaincre d'embarquer sur ce grand bateau collectif, vous dites que décarboner, c'est aussi réduire ses risques. Absolument. Et en fait, je vais prolonger la conversation qui vient d'être faite. C'est qu'au-delà du bilan énergétique, c'est un bilan carbone. Ça, c'est la première chose à faire au niveau d'une entreprise. Et pourquoi ? Parce que on va, et je répète un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais individuellement comme collectivement, on va être exposé de plus en plus à ces risques de réduction de disponibilité en énergie et de contraintes environnementales qui vont être de plus en plus fortes. Juste pour donner une idée et revenir un peu là-dessus, sur la disponibilité en énergie fossile pour l'Union européenne, d'ici 30 ans, c'est division par 2 géologiquement. On aura géologiquement 2 fois moins de pétrole à coup sûr de la part de nos 16 pays les plus gros fournisseurs de l'Union européenne. C'est une étude du Shift Project avec le ministère des Armées, avec des spécialistes des grandes entreprises pétrolières que je ne citerai pas. On a une certitude qu'on aura moins de pétrole et que donc, si votre business, et ça vous le saurez qu'avec le bilan carbone, y compris en termes de déplacement de vos collaborateurs, y compris entre des déplacements de vos clients, etc., vous avez besoin pour réduire ce risque-là, donc réduire ces émissions, c'est pour le climat,
mais c'est pour réduire le risque pour votre business. Ça, c'est extrêmement important. Et bien sûr, sur l'aspect énergétique plus global, on l'a vu cet hiver et ça va revenir, parce que là, je parle que de géologie, mais la géopolitique va s'en mêler de plus en plus. Si on vous coupe le gaz parce qu'on dit qu'il faut peut-être permettre aux gens de se chauffer plutôt que de faire tourner des boîtes, ben oui, c'est des arbitrages qu'on fait souvent. Couper l'électricité parce que pareil, il faut chauffer les bâtiments, voire produire de l'hydrogène parce que les gens de l'aviation, ils en ont demandé et du coup, ils sont prioritaires. C'est des choses qu'il va falloir négocier. Il faut comprendre que non seulement il va falloir produire beaucoup plus d'électricité parce qu'on va électrifier beaucoup de process, mais si on veut en plus utiliser par exemple l'hydrogène vert, et il n'y a pas le choix dans un certain nombre de domaines, dans l'industrie, pour décarboner la production d'engrais, on n'en parle pas souvent, mais c'est quasiment unique comme solution. Et bien sûr, on peut parler d'aviation, de transport lourd, etc. Mais pour produire cet hydrogène vert, il faut encore plus d'électricité. Encore plus que l'électricité pour se chauffer, pour sortir du gaz et du fioul dans les bâtiments, pour électrifier les voitures. Voilà. Donc, se rendre compte qu'on a une telle contrainte à terme de fonctionnement que cet impératif, c'est un impératif économique. Enfin, pour nous, c'est ça le plan de transformation de l'économie française, c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. C'est un impératif économique de savoir individuellement déjà où est votre exposition carbone de manière générale et énergétique plus spécifiquement bien sûr. Et puis, je réinsiste, collectivement, et ici on est dans un forum local, vous avez des collectifs autour de vous sur lesquels vous appuyez, des collectifs locaux, pour mutualiser les déplacements, par exemple, des collaborateurs, pour mutualiser les infrastructures d'utilisation d'énergie, de matériaux, les circuits courts ou les circuits de recyclage. C'est des choses pas faciles, mais qui déjà s'organisent localement. Et puis, bien sûr, je répète, à un niveau plus large, faire le lobbying dans le sens qui marche collectivement. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Est-ce qu'il faut se dire que l'énergie pas chère, c'est fini, Yannick Salémane? Et en fait, c'est pas pour être négatif. Je pense que c'est l'ADN d'un patron, c'est de dire voilà, c'est ça la situation et voilà, je fais avec ces contraintes. Donc je dis pas ça de manière négative, mais oui, l'énergie pas chère, enfin non, l'énergie pas chère, il y en aura plus. Enfin oui, c'est fini. Mais surtout, l'énergie en disponibilité, tout court. C'est ça en fait. C'est au-delà du prix. Ce sera même plus une question de prix parce que on peut même pas trop savoir où ira le prix, s'il ira si haut que ça ou pas, parce que en fait, on devra couper. On a coupé cet hiver. Enfin, je pense que certains d'entre vous l'ont vécu. Les boulangers l'ont vécu parce qu'ils ne pouvaient plus payer la facture. Bon, c'était une question de prix aussi. Mais il n'y avait plus assez d'énergie. On a relancé le charbon par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Il y a des centrales qui devaient fermer l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. On a relancé, on a prolongé d'1 an ou 2 ans le fonctionnement des dernières centrales charbon métropolitaines. Moi, j'ai vécu à La Réunion, il y a encore du centrale à charbon. Donc voilà. Et ça, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que membre de la société, avec une famille, etc., on se dit aussi que, bah oui, si on continue à aggraver le phénomène climatique, bien sûr qu'on ne se sentira pas très bien. Donc je pense qu'il y a aussi, après, une prise de conscience, mais je pense que on va donner le moral à cette assemblée pour démarrer. Non, je ne crois pas. C'est que moi, je trouve que quand on nous a proposé cette thématique, je la trouve très très large, particulièrement large, tellement large qu'elle n'est pas facile à adresser. Il faut se dire les choses. Parce que d'un côté, on a face à nous ces opportunités qui sont là, telles que l'IA le promet, et c'est une réalité. Encore une fois, il ne faut pas se leurrer. On est en retard. On est déjà en retard en Europe. Il n'y a que 7% des entreprises en Europe qui ont des initiatives liées à l'IA. Alors, à tort ou à raison, bien, pas bien, c'est une réalité. Et les investissements, comme d'habitude, massivement se font outre-Atlantique. Il y a déjà 12 milliards de dollars qui sont investis sur des usages d'IA. La contrepartie, c'est quoi? C'est que les données des modèles apprenants, l'IA, c'est quelque chose qui apprend en permanence. Il faut des jeux de données. Les jeux de données, ce sont des jeux de données nord-américains. Donc là aussi, peut-être on fera un pas vers les notions d'éthique. Si on veut que ces modèles algorithmiques soient en capacité d'être adaptés à nos modes de vie et à notre façon de concevoir l'économie, la réglementation en Europe, il va bien falloir que là aussi, on ait un mot à donner, un rôle à jouer au travers de jeux de données
qui soient des jeux de données européens. Mais Olivier Cazulot, vous citiez tout à l'heure les Américains, on n'a pas de grands champions, nous. Est-ce que c'est pas déjà trop tard? On se pose la question. Il nous reste quoi? On a déjà parlé avec vous, Magali. Alors, la réglementation européenne, notre éthique. On a un tissu, on a quand même parmi... qui peut être parfois un frein aussi. On a un tissu de SN en particulier, et d'éditeurs aussi, mais de SN en France en particulier, qui est relativement exceptionnel au regard de ce qui se fait au niveau mondial. On a des acteurs de taille internationale qui jouent dans la cour des grands. Ce ne sont pas effectivement les GAFAM, ceux qui produisent les passes, les IaaS, les infrastructures qui sont utilisées, mais ce sont ceux qui déploient auprès des entreprises et auprès de l'industrie, des différents secteurs de l'économie, les usages, les ESN que tout le monde connaît. Donc ce maillage très étroit, très riche que nous avons en particulier en France et en Europe est un véritable atout. Pourquoi? Pour faire deux choses. D'abord pour encadrer la diffusion au sein des différents secteurs en respectant les réglementations qui d'évidence vont devoir émerger et en même temps en la diffusant auprès de nos tissus économiques de manière privilégiée. Yannick, vous souhaitiez réagir? Oui, non, j'apprécie cette réaction parce que ce que je voulais dire en termes de risque, c'est valable aussi en termes d'opportunités. Enfin, c'est un tas de nouveaux marchés à aller chercher, c'est ça aussi. Et de différenciation par rapport à d'autres entreprises qui vont nécessairement souffrir dans cet environnement si elles ne s'adaptent pas à ce nouvel environnement. Donc partir en premier, alors partir tout seul, c'est toujours difficile, hein, c'est pour ça que je parle aussi de collectif, mais on peut trouver non seulement des avantages comparatifs déjà dans son business actuel individuellement, mais il y a des nouveaux marchés des mobilités électriques légères, le nouveau marché de la logistique optimisée avec le rail, les marchés nouveau marché du bâtiment, de la rénovation du bâtiment, à la fois dans la partie plus opérationnelle, mais aussi dans la conception de ces choses-là. Il y a des tas de secteurs dans l'agriculture, il y a des tas d'opportunités à aller chercher en repensant ces systèmes. Et je veux même penser compétitivité au niveau de la nation et même européenne. Mais aujourd'hui, si on voit une Allemagne en crise alors que la France a plutôt bien résisté, c'est aussi parce qu'on a été dès le départ moins dépendant du gaz ukrainien et du gaz russe, pardon. Donc on a été moins dépendant de cette crise ukrainienne parce qu'on était moins dépendant de ce gaz. Donc c'est aussi un facteur de compétitivité extrêmement fort et de pénétration de marché. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement positif aussi de se sortir au maximum de cette exposition fossile et d'exploiter l'IA. Encore une fois, je reviens dessus. À bon escient, il y a des choses magnifiques à faire avec l'IA. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et sur le numérique en général, nous, ce qu'on dit au Chiffre Project, c'est justement le numérique, c'est pas bien parce que ça consomme, ou l'avion, c'est pas bien parce que ça consomme. C'est comment réfléchir à un usage où on peut profiter des avantages de ces outils sans exploser, se mettre à risque par rapport aux ressources finies de la planète. Alors Magali, un bon usage de l'IA. Un bon usage de l'IA, c'est quoi? Bon usage de l'IA, c'est surtout la question, on se pose beaucoup d'interrogations et quelles sont les véritables actions à mettre en œuvre. Donc revenons un peu à du pragmatisme. Donc, nous, chez Goudelgo, c'est un peu l'objectif. Ce que je porte, c'est la voie pragmatique. En faisant partie aussi du collectif Numéum, je fais partie de ces entreprises et de ces ESN qui apportent finalement des solutions ou en tout cas des plans d'action pour pouvoir mettre en œuvre. Et mettre en œuvre ce collectif responsable, c'est, on l'a dit tout à l'heure, se poser les bonnes questions, mais ça peut être des actions simples et pourtant extrêmement efficaces. Une action simple, ça va être maintenant de revoir la manière finalement de gouverner une entreprise et créer des nouvelles fonctions, des nouveaux postes. Alors on parle de l'éthique, on parle du numérique responsable. On va voir émerger des nouvelles fonctions comme un digital ethics officer ou pareil un directeur du numérique responsable, ça existe déjà. Et on va créer des commissions éthiques. On va créer des chartes éthiques, on va créer des livres blancs éthiques avec des actions concrètes en rapport avec les valeurs de l'entreprise pour pouvoir justement suivre des axes et des codes de bonne conduite. On a tous envie de bien faire. Lorsque un data scientist junior va développer son code avec les connaissances sorties d'école, il va le faire avec toute la meilleure volonté du monde. Il va le faire sans seniorité. Et si en plus il n'est pas drivé par un data scientist senior,
eh bien, peut-être que son code ne sera pas si éthique et si responsable que ça. Et donc, d'un côté, on a envie de bien faire, des bilans de décarbonation, on a envie d'être responsable, et de l'autre côté, la balance à faire que sur d'autres petites actions, on ne va pas l'être, sans le savoir. Donc, finalement, l'intelligence artificielle va être le super outil et le super assistant de nos métiers et de nos entreprises de demain, c'est indéniable. Et finalement, l'éthique, le numérique responsable, reposer un peu les bases, c'est pas le super assistant, ça va être notre super compagnon. Il va être là un petit peu en voix off et il sera là sur tout le long du cycle de vie d'un projet d'IA ou pas, pour pouvoir à chaque étape de la conception, du développement, de l'exploitation et ainsi de suite, pouvoir se poser à chaque fois les bonnes questions. Et comment valider ça ? Valider, on se fait aider des collectifs, on se fait aider justement des entreprises dont c'est la raison d'être, on se fait aussi labelliser. Il y a tout un tas de labels, moi j'en porte un, mais il n'y a pas que moi. On a tout un tas de labels autour du numérique responsable, oui, mais aussi de l'éthique des systèmes d'intelligence artificielle. Et ces labels, ils sont importants, parce que là, on part tous dans des démarches, on veut intégrer les systèmes d'IA. Attention, il y a une réglementation qui arrive, la réglementation européenne de l'AI Act. Elle va venir pour un petit peu vous embêter. Elle n'est pas là pour vous empêcher d'innover et de développer vos systèmes d'IA. Elle est là pour remettre de la transparence. Et c'est quoi la transparence ? C'est être transparent sur le cycle de vie d'une intelligence artificielle. Et on en revient aux fondamentaux, sa finalité. Est-ce que ce SIA a été développé dans la loyauté, c'est-à-dire que les résultats qu'il présente sont conformes avec les finalités de départ ? Est-ce qu'on sait expliquer ses décisions ? Est-ce qu'on sait expliquer comment il a été développé ? Est-ce que l'utilisateur a été formé ? Il comprend bien les réponses et il va pouvoir les utiliser de manière responsable, en respectant les principes de justice, de loyauté, enfin tous ces principes éthiques qui deviennent fondamentaux finalement tout au long des cycles de vie des projets, mais des cycles de vie d'une entreprise. Et à celles et ceux qui pensent qu'en mettant en avant, que l'Europe tire son épingle du jeu du fait de la mise en place de ce numérique et cette IA responsable et éthique, classiquement, pardonnez-moi, c'est un cliché journalistique, pendant qu'il n'y a pas de garde-fou pour les États-Unis ou la Chine, est-ce qu'on ne se tire pas une balle dans le pied ? Est-ce qu'on ne prend pas du retard ? Est-ce que c'est nous qui avons raison contre le monde entier et qu'on en tirera les fruits un peu plus tard au niveau du business ? En tout cas, nous, ce qu'on dit, pardon Magali, c'est qu'il faut absolument être très vigilant à arrêter, et là je parle aux chefs d'entreprise, d'empiler les réglementations. Il en existe déjà sur la propriété notamment intellectuelle, je crois que c'est la directive Copernic, j'ai oublié l'année, 21 ou 20, qui protège le droit d'auteur. Il y a un règlement général à la protection des données qui est quand même un peu aussi renforcé ici en France. Il y a des directives qui arrivent. Et donc nous, on milite pour exploiter ces textes existants et les pousser au bout de leur faculté. Qui ne sont pas des contraintes, qui sont... Je ne sais pas comment chacun des chefs d'entreprise ici dans la salle voit le règlement général de protection des données en tant que citoyen, certainement avec tout l'intérêt que ça revêt quand on a des données et qu'on veut les préserver. En tant que chef d'entreprise, c'est quand même aussi une forte contrainte qui a été rajoutée sur les différentes activités. Si on continue à ce train-là, avec encore de la norme supplémentaire et à outrance, effectivement, les usages seront très difficiles à mettre en œuvre et ne nous leurrons pas, nos voisins à l'étranger sont peut-être un peu moins précautionneux sur ces aspects. En fait, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que si on attend parce que c'est contraignant, comme tu viens de le dire, ça s'empile, et après c'est trop tard. Et souvent on est les pros de ça. On dit je verrai ça plus tard, c'est pas une priorité dans mon business. Oui, c'est important, l'éthique, oui, c'est important, le RGPD, oui, c'est important, mais bon, je verrai ça plus tard, ou en tout cas, je rentre dans une mini démarche. Et en fait, quand on voit ça plus tard, après, c'est déjà trop tard. Parce que finalement, on a développé des choses qu'on va devoir redévelopper, on va devoir tout changer. On le sait, quand c'est trop tard, finalement, ce qu'on a fait, il faut tout recommencer. Donc, quelque part, ça nous coûte 2-3 fois plus cher. Donc autant, oui, c'est contraignant, mais autant s'en intéresser, en faire en effet son super allié et prendre le train en route et anticiper
ne pas attendre que ces réglementations rentrent en vigueur, ne pas attendre que ce soit obligatoire, commencer dès maintenant. C'est dès maintenant que le changement doit s'opérer. Et de toute manière, d'un point de vue général, plus on attend, plus c'est la catastrophe aussi au niveau écologique. Parce qu'on développe, on l'a dit, des choses qui ne sont pas écologiques, qui ne sont pas numériques responsables. Donc autant l'anticiper, ça aussi. Parce que le fameux effondrement, plus on va fermer les yeux et plus il va arriver vite. Donc autant le repousser et remettre notre responsabilité en jeu et nos valeurs humaines. Olivier Roland. Oui, sur cet aspect-là, nous, chez EDF, on a l'avantage d'avoir un certain nombre de millions de clients, dont probablement une grande partie d'entre vous, des clients chez qui on va, puisqu'on sait exactement vos consommations d'énergie. Et on a. Dit comme ça, c'est pas du tout flippant. Non, c'est pas du tout flippant. Et alors justement, effectivement. Justement, c'est ce que disait Magali sur l'anticipation. Quand on a mis en place le compteur Linky, l'une des grandes crises qu'on a vécues et craintes, c'était que on allait pouvoir savoir exactement quand est-ce que vous prenez votre douche, quand est-ce que vous sortez de chez vous, etc., etc. Et donc, au-delà de, je dirais, la valeur morale de l'entreprise qui dit franchement, on n'en a rien à faire, il a fallu mettre en place un certain nombre de garde-fous et les anticiper. Et mettre en place un certain nombre de règles pour anonymiser les données, pour garantir que la donnée de consommation, elle reste coincée dans le compteur et qu'on ne puisse pas la ressortir sans avoir une autorisation, sans avoir même 3 autorisations pour pouvoir l'exploiter, que c'est vous qui avez la main, que c'est le client, l'utilisateur final qui a la main pour donner accès à ces données. Et ces éléments-là, ils sont absolument fondamentaux, mais c'est quasi existentiel en définitive. C'est le serment d'Hippocrate de la donnée numérique, cette histoire-là, parce que si les consommateurs, comme nous tous avec nos portables, ont la crainte que leurs données peuvent être divulguées par n'importe qui ou par les entreprises à tout va, ça va être un frein à l'utilisation et un frein à l'utilisation intelligente et évidemment une porte ouverte à des utilisations détournées qui vont complètement nuire à la pertinence de l'ensemble des systèmes qu'on est capable de mettre en place. Et donc, chez nous, Linky, ça a été vraiment un des premiers révélateurs. Aujourd'hui, sur la partie client chez EDF, c'est 25 millions de clients. Ces 25 millions de clients, on reçoit des factures, etc. On a cette relation où la donnée, elle doit être exploitée à votre bénéfice. Et à votre bénéfice, vous pouvez comparer vos consommations, savoir ce qui se passe hier, demain, faire des prévisions, etc. Et en même temps que vous n'ayez pas le sentiment que ces données vous sont quelque part extorquées ou en tout cas qu'on vous les pique sans vous demander votre consentement et qu'on en fait quelque chose d'autre. Donc cette dimension-là, elle est absolument fondamentale. On le vit vraiment au quotidien. RGPD est une contrainte énorme et en même temps, c'est un atout. Alors c'est une espèce de coffre-fort qu'on tire derrière nous. Donc c'est lourd un coffre-fort, sauf que c'est un coffre-fort, quoi. Donc c'est vraiment un élément fondamental. On le voit par rapport à d'autres pays, par rapport à nos concurrents à l'étranger. La différence de gestion des données, en Angleterre, ça a été caractéristique. Avec la crise énergétique, l'ensemble des concurrents qui n'avaient pas cette précaution de la gestion des données se sont juste effondrés. Au-delà de la question des prix, je pourrais vous redire un mot tout à l'heure sur les prix pour vous rassurer un peu quand même, parce que j'ai senti beaucoup de tension sur cette question-là. Au-delà de la question des prix, la valeur morale d'utilisation de la donnée devient un atout de l'entreprise et c'est fondamental de ne pas se louper sur cette question-là. Olivier Casiolo, vous souhaitez réagir ? Oui, je réagis parce qu'effectivement, le RGPD, c'est une opportunité et aussi une contrainte, comme toujours. Mais ce qui est très important, c'est qu'on voit avec la consommation énergétique comment la donnée, son exploitation et l'intelligence qu'on peut y mettre derrière, appelons-la intelligence artificielle, algorithmique, permet effectivement de s'en sortir en situation difficile. Je rajouterai simplement que, pour donner un peu d'éclairage à nos auditeurs, c'est que, et des valeurs d'usage, on parle d'IA, de suite c'est des gros mots, ça fait peur, on va disrupter les métiers. Commencez par vous inquiéter de vos données. Il n'y aura pas d'intelligence artificielle sans un jeu de données qui soit connu de vous dans vos entreprises, identifié, unitaire, conforme aux réglementations, partagé, diffusable. Donc un premier pas à faire. On s'en inquiète ou c'est une ressource ? C'est une ressource. Très clairement, une ressource qui a de la valeur. Donc ce que vous sous-entendez, c'est que pour l'instant, on n'est pas conscient de ça et c'est sous-exploité.
Je pense que de toute façon, globalement, on a un retard sur les tissus de PME et d'entreprises en France considérable en matière de digitalisation, même si là aussi le Covid a cristallisé énormément de projets parce qu'on a constaté que les entreprises résilientes étaient celles qui étaient digitalisées et que par conséquent, ce retard qu'on a, qui est structurel de notre écosystème entrepreneurial, si je puis dire, est un frein à la diffusion d'usages liés à l'IA, puisque si la donnée n'est pas disponible, il n'y aura pas d'usage. En matière énergétique, quand on veut faire de l'efficacité, 50%, et c'est vraiment pas un chiffre comme ça, 50% du travail, il est sur la mesure initiale. Vraiment, c'est le nerf de la guerre, la mesure initiale, c'est savoir combien je consomme, où, etc. Donc on est vraiment dans ce que vous dites, c'est-à-dire la donnée, c'est absolument le nerf de la guerre. C'est comme si vous étiez médecin, vous essayez de faire un diagnostic en regardant simplement le patient. À un moment donné, vous avez besoin d'une prise de sang, etc. etc. C'est exactement pareil. Et je pense que 95% des entreprises ne possèdent pas ces données de mesure. Je parle exclusivement du domaine que je connais, qui est le domaine énergétique. 95% des entreprises avec lesquelles on travaille n'ont aucune idée de la dimension énergétique, de sa composition un peu plus précise, au-delà du fait de je consomme trop, pas assez, et de toute façon, ça coûte trop cher. Ça, c'est la base. Mais vous les avez, ces données, maintenant, avec Linky? Alors, Linky, c'est chez les particuliers. Ah oui. C'est pas chez les entreprises. Donc, on a les données chez les particuliers. Et d'ailleurs, pendant l'hiver dernier, on a fait 10% de baisse de consommation. Et les gens qui ont fait 10% systématiquement, c'est les gens qui avaient, le compteur Linky, ça c'est à peu près tout le monde, mais qui regardaient l'application de leur fournisseur d'énergie, qui leur dit combien vous avez consommé. Et ça, le fait de regarder simplement, on s'aperçoit par exemple, faites le test chez vous, que la nuit on consomme beaucoup d'électricité alors que tout est éteint dans la maison, sauf qu'on a laissé à peu près tous ces charges d'iPhone ou de smartphone branchées, que la Game Boy, ça, je parle en ancien franc là. Je le fais à chaque fois. Le président du conseil. Chez moi, je crois qu'on dit le Game Boy en plus. Le Game Boy. Chez les puristes. les consoles de jeux, etc., sont toutes allumées, etc. Et la box reste allumée toute la nuit, etc. etc. Et ça, c'est 10-15% de la consommation énergétique. Donc tous ces éléments-là, il y a une centrale nucléaire en France qui tourne pour les veilles de télévision, etc. Une centrale nucléaire qui tourne pour faire ça. Donc cette question de la mesure de la donnée, elle est hyper stratégique. Regardez chez vous, parce que vous allez commencer à la maison. Hein. Juste amusez-vous à la maison pendant 3 mois, à regarder vos consommations. Juste ça, pour vous rendre compte de l'impact que ça a chez vous. Puis après, vous passez dans l'entreprise. Magali. Juste pour rebondir sur les chiffres des entreprises, en général, les entreprises exploitent 30% des données qu'ils possèdent, que 30%. Parce qu'ils vont exploiter les données qu'ils voient, les données faciles, les données RH, les données de production. Et il y a tout un tas de données sous divers formats, voire qui ne sont pas digitalisées et qui méritent une digitalisation, puisque la donnée, c'est juste une information numérique. Donc tout un tas d'informations au sein des entreprises qui ont énormément de valeur. Et oui, la donnée, c'est une richesse pour l'entreprise, et c'est le premier pas. Et oui, l'intelligence artificielle, ce sont des modèles statistiques algorithmiques, et un algorithme sans données, c'est comme un moteur sans essence, ça ne sert à rien, c'est une coquille vide. Donc oui, ça a de la valeur, et le premier pas, c'est la culture de la donnée, de la data, c'est se former, comprendre, aller chercher où est l'information, digitaliser cette information pour mieux l'exploiter. Donc c'est vraiment la valeur de la donnée qui est finalement le levier de performance des entreprises. Yannick, oui, Olivier. Moi, je voudrais lui tendre le micro, Yannick, parce qu'on parle d'énergie fossile, électrique, mais on ne parle pas de la ressource. Remplacé par Enia, mais non, je suis remplacé par Olivier Casulo. Voilà, on ne parle pas d'eau. Et là aussi, il y a un rôle à jouer sur le prédictif en matière de remplissage des nappes phréatiques. Cet été, tout le monde a constaté la sécheresse. Donc, je ne sais pas si peut-être Yannick là-dessus peut nous éclairer aussi. Et en plus, Olivier, vous trouviez le sujet très large, mais là, c'est vrai, l'énergie derrière tout. Mais là, ouais. Alors, on va finir sur l'eau. Très bonne idée. Alors là, Yannick. Alors justement, c'est tellement large que ça sort des compétences du Shift Project. Hein. On ne va pas prétendre résoudre tous les problèmes.
Notre spécialité, c'est la transition bas carbone. Donc l'eau, il y a des aspects qui sont très corrélés avec, entre l'usage de l'eau, de l'électricité, de la matière en général. Mais on n'a pas un travail voilà, détaillé sur le sujet. Et c'est pour ça que Olivier Roland vient à la rescousse. Super, hein, merci Monsieur Casullo. Alors, je ne sais pas si je viens à la rescousse, mais EDF gère 75% des ressources en eau de surface en France. Donc on a un bout d'expertise sur le sujet à travers les barrages qui servent à faire de l'électricité, mais qui servent également à faire des activités sportives, parce que quand vous avez de l'eau sur la chaîne Durance-Verdon, tout le bassin de la Durance et du Verdon pendant l'été, vous avez besoin d'avoir de l'eau. Ça sert à faire de l'eau potable, là encore, à peu près partout, et ça sert à faire de l'irrigation. Donc c'est cette dimension de gestion de l'eau, elle est absolument essentielle. Donc on travaille avec l'ensemble des acteurs, et je pense pouvoir dire que c'est quand même un lieu dans lequel on a l'ensemble des acteurs qui se parlent très très régulièrement, avec quand même pas mal d'intelligence pour arriver à partager les différents usages, puisqu'on n'est pas dans une guerre. Ça, c'est un exemple d'élan collectif. Non, mais c'est un exemple. Les agences de bassin font un boulot ouais. remarquable, parce que les agriculteurs sont autour de la table, les associations écolos, les nous, etc. Tous ces acteurs-là. C'est une ressource qui est menacée depuis un certain temps quand même, non? C'est pour ça que ça s'est agrégé, les bonnes volontés sont agrégées. Parce qu'il y a besoin d'avoir une intelligence globale, une intelligence temporelle. C'est-à-dire que l'eau, aujourd'hui, nous, ce qu'on constate dans nos retenues, c'est qu'il n'y a pas moins d'eau. L'impact, il est de l'ordre de 0,5%. Par contre, il y a de l'eau quand on n'en a pas besoin, et il n'y a pas d'eau quand on en a besoin. L'hiver dernier, c'était caricatural. Les barrages étaient vides, et Serponçon, si vous connaissez Serponçon, c'est la plus grande retenue artificielle d'Europe, Serponçon. C'était 15 mètres. 15 mètres, c'est haut, hein. 15 mètres en dessous de la cote habituelle. Voilà, cet été, c'était plein. On avait de l'eau. L'enneigement avait été au rendez-vous. Donc le sujet, il est... Alors, il y a peut-être des spécialistes, si Emma Aziza était là, elle dirait peut-être pas exactement la même chose, mais le sujet n'est pas tant le volume global que le moment, la disponibilité et le bon usage. L'année dernière, on a commencé à irriguer en mars. Cette année, on a commencé à irriguer en juillet. On n'a pas eu de problème d'irrigation cet été. Donc la question, pour revenir à l'IA, alors on l'utilise énormément, ces objets-là, pour essayer de prévoir la disponibilité de l'eau, mais après, surtout, pour optimiser son usage. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on turbine, quand est-ce qu'on fait de l'électricité, quand est-ce qu'il est pertinent de faire l'électricité, parce que quand le barrage est plein, en 10 minutes, on peut décider de lever le coude, ça part, ça fait de l'électricité à 0 €. Mais ce n'est pas pertinent de le faire cet après-midi, c'est peut-être pertinent de le faire dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Donc l'IA nous sert à modéliser les optimisations futures et à jouer un certain nombre de scénarios. Même chose pour les agriculteurs. John Deere, par exemple, je vous invite à regarder ce qu'ils font, un travail grâce à l'IA de précision sur l'utilisation des engrais, on en a parlé, mais également de l'eau, pour savoir lâcher l'eau au bon moment, sur les bons pieds, et dans les bonnes zones. Voilà, donc on travaille à ce titre-là sur des lectures territoriales de l'usage de l'eau avec plusieurs de nos filiales. Donc dans cette grande phase de transformation, on voit que l'IA, là on a mis le focus sur des secteurs énergétiques, est un outil extraordinaire d'optimisation. Yannick, vous souhaitez réagir? Oui, sur l'eau. Alors c'est vrai qu'on est encore une fois, on n'est pas des spécialistes, mais ce qu'on peut dire par exemple sur un certain nombre de secteurs, c'est très lié. 2 tiers, on parlait d'agriculture et de l'usage de l'eau, 2 tiers des surfaces céréalières en France aujourd'hui servent à nourrir le bétail. Donc quand on dit réduction des gaz à effet de serre, donc il va falloir réduire la viande, pas arrêter la viande, réduire la viande, bien sûr que ça impacte les agriculteurs, qu'il s'agit d'accompagner, il s'agit d'avoir des modèles économiques qui fonctionnent, c'est toujours ça la logique du chiffre project, hein, j'insiste. Mais ça veut dire réduire fortement la consommation d'eau aussi, si on remplace des terres céréalières, encore une fois, qui nourrissent de la viande qu'on mange ensuite, avec une efficacité très faible, hein, beaucoup d'eau, beaucoup d'énergie, beaucoup de carbone, vu le nombre de calories à la fin et d'ailleurs la surconsommation de viande qu'on a, versus des cultures qui vont être des cultures maraîchères. Typiquement, nos fruits et légumes sont largement importés aujourd'hui, on cultive une très faible partie de ce qu'on consomme. Donc c'est à la fois la relocalisation en diminution de nos importations, réduction des impacts en eau, réduction des impacts en carbone. Donc tout ça fonctionne de manière quand même systémique et globale. Donc la question de l'eau est liée quand même très très fortement. C'est la problématique de l'acceptabilité sociale. Il y a la question de l'acceptabilité sociale, mais je rejoins aussi la question, notamment en termes d'acceptabilité, celle de l'emploi, c'est-à-dire que des pratiques agricoles et des cultures maraîchères, des pratiques agricoles agroécologiques, donc qui économisent l'eau, le carbone et le maraîchage en général, c'est beaucoup plus intense en main-d'œuvre que les grandes cultures céréalières, ce qui est pas évident. Je veux dire, on est dans une décrue de très long terme, bien sûr, de la population agricole.
Comment on fait, sachant que si on veut arriver à relocaliser le maraîchage et réduire les consommations, il va falloir plus de monde pour avoir des pratiques. Il y a une vraie problématique. Les métiers du futur se trouveraient aussi dans l'agroécologie. Aussi dans l'agroécologie, absolument. Absolument. Et ça, c'est pas facile. Je ne dis pas que c'est facile, c'est des modèles économiques à trouver pour que ça fonctionne, pour attirer les gens. Olivier Cazulot. C'est ce que je voulais simplement, et merci, je vous ai tendu la perche, introduire avec en parlant de l'eau, c'est que là aussi le numérique est derrière l'usage que peut en faire l'IA est porteur de sens, d'intérêt et de valeur. L'eau, autant les smart grids et grâce au compteur Linky, on arrive à mesurer, à avoir cette donnée. S'agissant de l'eau, en France, on a oublié que dans nos vieux territoires, on captait l'eau, on la conservait. Aujourd'hui, l'eau, c'est devenu une commodité. On ouvre le robinet, elle tombe, c'est miraculeux. Et il va falloir revenir là aussi à des usages anciens, à capter l'eau, à la tracer, à éviter d'en perdre. On perd une majorité d'eau à usage domestique dans les tuyauteries. Et donc voilà, là aussi, de l'IoT, les objets connectés permettent de capter cette information. Mais ce sujet de l'optimisation, il flotte, enfin il est sous-jacent dans ce que vous dites. On a des marges énormes dans l'optimisation grâce au numérique. Absolument, et colossal. Allez, on va faire un dernier tour de table. Je vais vous demander de prendre des risques. Vous avez dit qu'il y a 85% des métiers qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme nouveaux métiers ? On commence avec vous, Olivier. Là. Je vous prends des beautés comme ça. Dans votre secteur, qu'est-ce que vous voyez émerger ? Oui, on a compris les ingénieurs, les data scientists, tout ça, mais des choses un peu plus surprenantes, comme vous disiez justement, dans l'agroécologie, il va y avoir des besoins. La chose, là, je ne sais pas si elle est surprenante, mais demain, dans notre consommation énergétique du quotidien, on aura arbitré entre je consomme l'électricité qui est dans ma voiture, je consomme l'électricité qui est dans mon petit bout de stockage, genre Powerwall de Tesla qu'on peut avoir dans le garage, je consomme l'électricité qui vient du réseau, ou je consomme l'électricité qui vient des panneaux solaires que j'ai sur mon toit. Et ça, si on nous demande à chacun d'entre nous d'arbitrer au quotidien, c'est un coup à devenir fou. Donc on aura forcément une IA, des algos, qui vont faire des arbitrages en permanence entre demain il fait beau, en plus c'est samedi tu ne prends pas ta voiture parce que je regarde ton comportement, donc tu as intérêt à consommer l'énergie qui vient de tes panneaux solaires ou qui vient de ton stockage parce que tu vas la refabriquer dimanche, etc. Ou remettre l'énergie de la voiture dans le Ou remettre l'énergie de la voiture dans la maison, puisqu'on est capable de faire fonctionner une maison avec une voiture électrique, ça pose absolument aucun problème pendant plusieurs très longues heures. Donc on aura besoin de ces systèmes d'énergie management qui seront intégrés à des consoles banales qu'on aura dans la cuisine et qui feront sans arrêt l'arbitrage entre j'achète sur le réseau, je consomme ce que j'ai chez moi, dans la voiture, dans le petit bout de stockage, en permanence, en fonction de signaux prix, en fonction de signaux météo, en fonction de signaux temporels et en fonction de notre comportement. Ça, un être humain normalement constitué, il ne sait pas faire. C'est vraiment l'IA qui est capable d'intégrer l'ensemble de ces paramètres, y compris des paramètres comportementaux, voire des paramètres émotionnels. C'est un petit peu plus touchy, mais ça fonctionne. Magali, alors comment l'IA va rendre le travail encore plus intéressant et nous libérer pour apporter de la valeur ajoutée ? Quel nouveau boulot on va avoir ? Alors, je ne vais pas prendre le parti de quel va être le nouveau métier des systèmes d'IA, mais plutôt en effet les nouveaux métiers humains. Alors, il y aura pour moi, j'allais parler évidemment de ce fameux chef d'orchestre. Hein. Là, c'est plutôt au sein des entreprises. Ce chef d'orchestre en éthique, en numérique, en valeur, se reposer en fait les questions fondamentales pour accompagner les chefs d'entreprise, oui, mais les collaborateurs et l'ensemble des usagers. Et du coup, j'en viens à un autre métier. Et je pense que ce métier, c'est dès maintenant, et ça fait partie de ces nouveaux métiers des IA, c'est un métier qui est déjà connu, le métier de formateur, mais ça va être le métier de formateur des usages. Parce qu'on l'a dit, finalement, le nerf de la guerre d'aujourd'hui face à ces systèmes d'IA, et puis face à tous les autres sujets, que ce soit la décarbonation, que ce soit l'énergie, c'est l'usage qu'on en fait. Et finalement, il va falloir se reformer et s'informer à ces usages pour justement se rendre, nous, chaque citoyen, plus responsable. Donc, ces métiers d'éducation, on n'arrête pas d'entendre que l'IA va remplacer les professeurs. Je ne pense pas, bien au contraire. Il y a des nouveaux métiers vraiment autour, justement, de la formation aux usages. Merci, Yannick. Plus d'ingénieurs dans le Shift Project, peut-être ? Oui, on espère disparaître à terme quand même, parce que c'est la mission sortie du carbone. Mais non, j'ai parlé d'agroécologie. Je pense que je reste dans la lignée de ce qu'a dit Magali. C'est des métiers de
coordination, alors qui peuvent être un peu plus larges aussi selon moi. Un facteur de compétitivité des entreprises, ce sera de plus en plus la capacité à collaborer. Donc des gens qui vont, et sur tous les territoires et de manière très proactive, aider les entreprises à fonctionner ensemble, mais de manière très pragmatique, sur des zones d'activité, sur des bassins d'emploi. Il y a déjà bien sûr de la puissance publique qui est impliquée, il y a bien sûr des organisations patronales comme le MEDEF, etc. Mais des métiers vraiment spécialisés sur des aspects particuliers de consommation énergétique, d'usage des fossiles, de déplacement des collaborateurs, etc. Donc des métiers de coordination de l'activité économique pour reformer une compétitivité bas carbone des entreprises. Le mot de la fin, c'est pour Olivier Casulot. Alors moi, la question, franchement, je ne saurais pas y répondre. Je suis peut-être pas assez créatif, mais ce que je crois, par contre, c'est que l'évolution est telle, on parle d'interconnexion. En fait, tout est interconnecté, tout sera interconnecté. Et dans cette interconnexion, il y a le mot connexion qui me plaît. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus personne d'entre nous sait comment un véhicule fonctionne. On ne sait pas comment ça marche. L'iPhone, on ne sait pas comment ça marche. Tout le monde s'en sert, on a valeur d'usage, mais on ne sait pas comment ça marche. Et je crois qu'à un moment donné, pour interconnecter, il va falloir des gens qui interconnectent. Et je crois beaucoup au retour des métiers, les électriciens, mais allez-y, foncez, quoi. C'est un métier hautement d'avenir et tous ces métiers-là qui sont des métiers qui vont permettre d'interconnecter le monde réel au monde qui ne l'est pas, au monde du digital, du virtuel, parce qu'il n'y aura pas d'analyse, fût-elle artificielle, si on n'a pas, toujours pareil, connecté, récupéré cette fameuse donnée informationnelle. Merci à tous les quatre pour la qualité de vos interventions. On peut les applaudir chaleureusement. Je vous propose qu'on fasse une pause pour se sustenter dans la joie et la bonne humeur, grâce notamment à plusieurs food trucks. On va se retrouver à 14 h. Je vous rappelle que vous aurez à votre disposition plus de 20 exposants au village avec différentes animations. Vous pourrez entre autres avec Atoucap participer à une immersion flash dans le noir. Avec BMW Belras Toulouse, monter à bord des dernières nouveautés. Avec Malakoff Humanis, tester une animation exosquelette. Le collectif SHN, un atelier rafraîchissement au stand de rencontre des chefs en présence de Mathilde Becerra, sportive de haut niveau en escalade. On sent déjà que c'est compliqué là. Avec Prévali, vous pouvez déguster un Virgin Mojito et tester vos capacités sur un tapis de simulation d'alcoolémie. Avec Wimet, vous pourrez rencontrer la team et son triporteur et tenter de remporter vos places pour la Coupe du Monde en Haute-Ville-Rose. Et enfin, le désoiffeur va passer parmi vous pour distribuer de l'eau via des éco-cups. Je ne sais pas ce que c'est qu'une éco-cup. On m'a dit que c'était un verre en plastique. Voilà, c'est la nouvelle. Pierre-Olivier, vous souhaitiez... On est bon. À tout à l'heure, 14 h, merci.